Salut les gros bidous! Petite vidéo sur l'apprentissage du tarot, en particulier dans une perspective queer et pour les personnes queer, pour répondre à des questions qui m'ont été posées sur les réseaux sociaux. Et c'est toujours plus facile de répondre en vidéo pour moi, qui ai tendance à beaucoup trop parler pour faire des réponses brèves sur les réseaux sociaux. Dans l'idéal, cette vidéo, je voulais la faire en étant très complète, très organisée, avec un petit livret que je compte sortir, un petit zine avec mes mots-clés pour chaque carte du tarot, mes trucs et astuces pour apprendre le tarot. Seulement, j'ai été plutôt malade. J'ai toujours pas d'ordinateur sur lequel travailler. Et donc, ce livret, même si en fait les grandes lignes sont déjà prêtes, il prend un peu de temps. Et en attendant, c'est pas plus mal de commencer par une vidéo. J'en referai peut-être une pour l'accompagner, qui sait. Donc, les questions qui m'ont été posées, c'est avec quel jeu commencer le tarot. C'est de l'ordre de quel type de tirage pour commencer. Voilà, ce genre de choses. C'est tout ça dont on va parler. Je sais qu'il y a maintenant de plus en plus de contenu, mais genre c'est vraiment le truc en plein essor sur le tarot en français. Et donc je me sens déjà moins la pression de reprendre certains basiques et tout ça ici, puisque je pense que le contenu existe, même si j'ai pour l'instant pas l'impression qu'il y a une forte optique queer et intersectionnelle qui a émergé et qu'on est quand même dans un certain nivellement du contenu. Donc voilà, d'où l'intérêt de continuer. Et je voulais encore vous dire une chose et j'ai oublié ce que c'était. Alors je vais commencer par tirer la petite carte d'introduction qui va nous permettre de se mettre dans l'ambiance pour cette vidéo. Je tire une carte avec le Next Tarot, qui est le tarot queer et avec des représentations diverses par excellence. C'est peut-être pas le tarot le plus généraliste, comme je le dis souvent, parce qu'il est quand même très axé militantisme. Il se passe dans un monde post-apocalyptique, il est très chargé visuellement, donc malheureusement c'est un tarot presque, peut-être pas de niche, mais auquel tout le monde ne va pas adhérer en termes d'esthétique et aussi en termes de fait qu'il y a plus généraliste que lui, mais néanmoins il est quand même généraliste. Je trouve qu'on peut vraiment le lire avec lui pour un grand nombre de situations, ou en tout cas les a priori que j'avais avec lui au début se sont un peu dissipés. Je trouve de plus en plus facile à utiliser pour des tirages généralistes. Alors, il y en a deux qui ont voulu sortir. C'est la magicienne, le magicien et le 8 de coupe. C'est très intéressant, je trouve que le 8 de coupe dans ce jeu-ci est quand même très très particulier. L'eau n'est pas extrêmement présente, mais c'est un jeu où justement les éléments sont pas très présents. Et donc par exemple si on a une carte de coupe, on va pas forcément avoir une coupe ou un rappel de l'eau pour nous rappeler dans quelle suite on se situe dans ce tarot là. Mais j'aime cette j'aime le côté réaliste de cette carte. On a quelqu'un qui s'envole au-dessus de la ville sur un vélo de fortune. Et du coup, j'aime l'idée que ça présente d'utiliser son imaginaire pour quitter une situation abandonnée, comme le dit le mot-clé ici, une situation qui ne nous satisfait plus, qui au contraire nous vide. Et je trouve que parfois, quand on a des approches mainstream du tarot, ou voire très hégémonique, super sexiste, hétéronormé et compagnie, on a juste une envie, c'est prendre son envol, quitter tout ce qu'il y a de vraiment épuisant, de ne pas se sentir représenté, de ne pas se sentir compris par un jeu de tarot, ce qui ne va jamais arriver, et de regarder vers ailleurs et de partir vers cet ailleurs-là. Alors là où le 8 de coupe peut avoir, dans cette version-ci en tout cas, l'idée que on s'en va dans nos rêves, et puis on verra où ça nous mène de suivre nos rêves.
la carte de la magicienne, elle est quand même vraiment là pour nous dire que, en fait, on crée autre chose, on crée des alternatives. On est là pour façonner notre vision du tarot, pour infuser le tarot, cet outil très très brillant, très utile, de nos propres visions, de nos propres représentations. Et c'est pas tous les jours qu'on voit une personne voilée sur une carte de tarot, et c'est très très important aussi en termes de représentation. C'est en parlant de tarot queer, on pouvait pas tomber sur une carte plus intéressante que celle-ci, quoi, que cette magicienne-là, puisque quand on parle de représentation et d'inclusivité dans les jeux de tarot, bah, c'est rare qu'on aborde qu'on l'aborde très très largement en prenant en compte vraiment tout ce qui manque dans un jeu de tarot. Et ça, franchement, des représentations de personnes qui portent le voile, ça manque. Donc on a une personne qui n'est pas blanche, qui porte aussi le voile et qui est assise, ce qui est aussi un changement par rapport aux figures du magicien classique, qui va être debout en train de canaliser les énergies du cosmos et tout ça. Et là, ça nous rappelle qu'on peut aussi être raciste si on ne tient pas debout, que ce soit pour un handicap ou parce que putain, la vie, elle nous crève. On peut aussi être la magicienne, être en pleine possession de ses moyens, être quelqu'un de grave puissant en étant assise, en lisant et en prenant notre café. Et voilà, elle regarde de l'avant, mais elle a l'air prête à bâtir des alternatives. Elle est en pleine possession de ses capacités. J'aime bien aussi que les couleurs se répondent dans ces deux cartes de tarot. Et c'est de Barnokir pour cette petite vidéo. Mais là, on est bien parti. Alors, je vais d'ores et déjà commencer par préciser. Je vais prendre mes petites notes devant moi. Je vais essayer de pas trop les suivre, mais en même temps de pas trop m'égarer. Je vais préciser que je ne travaille pas du tout avec le tarot de Marseille. Si vous me suivez, vous savez déjà et vous savez déjà pourquoi. Du coup, si c'est le genre de choses qui vous intéresse, c'est par là que vous pensez commencer, vous pouvez toujours m'écouter, mais je ne vais pas vraiment vous donner des réponses, je ne vais pas donner des réponses pratiques à toutes vos questions, puisque je vais vraiment travailler avec les tarots qui sont dans le système qu'on appelle le Rider-Waite-Smith, donc inspiré par ces cartes qui ont été dessinées au début du XXe siècle par Pamela Colman Smith, avec l'input intellectuel de Waite en plus, mais qu'on doit quand même en très très grande partie à l'imagination, à la créativité, à la capacité de saisir le tarot de Pamela Colman Smith. Et donc quand on parle du système du Rider-Waite-Smith, on parle de tous les jeux qui s'inspirent, même parfois de façon très éloignée. On a des clones et puis on en a qui sont beaucoup plus éloignés de ce système-là. Ce système qui a notamment la particularité c'est là que je trouve pas de cartes, d'avoir toutes les cartes d'arcane mineur, qui sont illustrées aussi et qui sont à prendre en compte quand on fait un tirage de tarot. Quand on utilise ce système-ci, on utilise rarement uniquement les 22 majeurs et puis éventuellement les figures. On utilise vraiment les 78 cartes du deck. Donc moi, c'est plutôt sur ce genre, c'est complètement de ce genre de tarot dont je vais vous parler. C'est vers ce genre de tarot que je vais vous orienter. Et donc, bah, c'est toujours le même constat. Pour ce qui est du Marseille, allez voir ailleurs. Je vais mettre les liens des blogs de Lilith et de Carlotta, notamment, qui sont vraiment excellentes sur cette question-là et qui vont beaucoup mieux répondre à vos questions que je ne pourrais jamais le faire. Alors, on m'a posé la question de trouver des tarots pour commencer qui seraient inclusifs et de préférence faits par des personnes queer. Donc, je vais rappeler ce que j'ai déjà dit aussi, c'est que je n'aime pas tellement le terme inclusif parce que ça implique souvent qu'on a une norme, qu'on a un groupe dominant qui va nous inclure, qui va faire de la place pour les personnes marginalisées, et donc qui ne va pas radicalement se remettre en question, changer son approche, et surtout qui ne va pas faire une place pour les personnes concernées. D'ailleurs, c'est le cas, il y a beaucoup de tarots qui sortent, qui changent, qui sont alternatifs, qui ont plus de place pour les personnes queer, qui ont une belle diversité raciale, ou qui en tout cas commencent à ne pas représenter que des personnes blanches, ou des personnes racisées dans des positions clichés. Sauf que ces jeux-là, pour la plupart, ceux qui font le buzz, ceux qui fonctionnent, ceux qui sont bien distribués, ils sont créés par des personnes
plus ou moins dans la norme, c'est-à-dire rarement des personnes non blanches, quand même souvent des personnes hétérosexuelles et généralement 99% des personnes cisgenres, etc. Et donc pour moi, l'inclusivité c'est un problème, il faut des tarots qui sont plus représentatifs de toute la diversité, de tous les vécus, mais il faut aussi et surtout des tarots qui sont créés par les personnes concernées. Il faut changer à qui on laisse le pouvoir de créer du tarot, de charger ces cartes avec d'autres imaginaires, de leur donner une autre portée. Je pense que si ce sont toujours des personnes qui appartiennent à des groupes dominants, même si elles utilisent au mieux leurs privilèges pour changer les choses, il y a quand même une espèce de statu quo qui reste. Et je pense qu'un des enjeux du tarot queer et du tarot inclusif, c'est justement de ne pas être inclusif et de juste ramener des gens de tous les groupes sociaux pour faire genre qu'on est dans la diversité, mais c'est de vraiment laisser parler les personnes concernées. Il y a encore eu des débats récemment avec des tarots qui sont sortis, qui avaient des questions, des cartes qui étaient problématiques pour des personnes, par exemple pour l'exemple que j'ai en tête pour des personnes noires, afro-américaines en particulier, on parlait des États-Unis ici, et la créatrice a répondu aux critiques en changeant la carte en question. Donc elle a été très très réactive, c'était intéressant, mais le problème c'est aussi quand on a une personne blanche qui décide qu'elle va mettre plus de diversité en termes de couleur de peau dans son jeu, on se retrouve avec des gros clichés très très limite racistes. Parfois on est dans l'appropriation culturelle claire. Là le sujet était peut-être plus délicat parce que toutes les personnes noires n'étaient pas d'accord avec la critique qui avait été faite, mais voilà, c'est quand même vraiment un terrain assez sensible. Bon, au moins ces gens-là sont minces et alors on peut toujours attendre qu'il y ait des personnes grosses dans ces jeux dits pseudo-inclusifs, machin là. Il s'agissait du Light Year Tarot, comme ça vous savez, je suis pas juste en train de parler dans le vide. Après, j'ai pas un énorme reproche à faire à ce tarot-là, si ce n'est qu'il ne parle pas, mais donc j'ai pas de reproche sur le fond, mais du coup j'ai pas particulièrement creusé la question et voilà. Voilà mon problème. Oui, donc promouvoir le travail des personnes concernées par les oppressions, ça me paraît être primordial. C'est très chouette que vous utilisiez vos privilèges si vous êtes des personnes blanches, cis, hétéros, valides, minces, pour donner de la visibilité aux autres personnes. Seulement, ça ne suffit pas, ça ne change pas la structure du tarot, ça ne change pas la structure des maisons d'édition, ça ne change pas la structure de la distribution des tarots, etc. Et je pense qu'il faut quand même aller plus loin. Et ceci dit, pour me repositionner sur cette question-là, je parle moi-même depuis mes privilèges, je suis une personne blanche, je suis une personne cisgenre, et sinon à part ça, je suis aussi Gwyn, grosse et handi. Bon, ceci dit, il faut quand même pas nier qu'il y a des améliorations, que ça fait du bien, qu'il y ait des nouveaux jeux qui sortent, qu'il y a aussi des jeux mainstream qui changent en termes de représentation. On peut et on doit aller plus loin, on doit continuer à faire pression, ça reste... Moi, ça me laisse quand même fort cette impression de surfer sur la vague, d'être dans la tendance. La body positivity, c'est devenu mainstream, c'est devenu un argument commercial, ça a été coopté par le capitalisme. Alors, on ne peut plus vraiment faire autrement. Pour l'instant, je n'ai pas encore la certitude que ça implique un réel changement dans la structure, dans les façons de penser, même si forcément le tarot mobilise les imaginaires, il mobilise les symboles, et le fait que nos imaginaires, nos symboles sont en train d'évoluer, ne serait-ce que parce qu'on a d'autres choses qui sont disponibles dans ce qu'on voit sur les cartes, c'est grave important. Donc je note quand même vraiment qu'en termes d'orientation sexuelle, il y a du changement, ça fait du bien, ça commence à bien bouger. En termes de représentation plus diverses au niveau racial, ça commence à changer, même s'il y a encore tellement de decks qui font de l'appropriation culturelle et qu'il faudrait foutre à la poubelle. Donc le problème reste, mais il y a des choses qui apparaissent. Après, ces jeux-là qu'on dit inclusifs, franchement, ils sont grave à la traîne sur les questions de handicap, de représentation, de formes de corps et de formes de capacité, de validité de maladie et tout ça qui sont différentes. Et aussi en termes de genre, on manque de diversité de genre. Et puis aussi, il ne faut pas oublier, mais ça j'en ai déjà parlé beaucoup dans ma série Grossir le tarot,
Si c'est pour mettre une personne grosse à une place où on parle d'hédonisme, de gourmandise, de profiter de la vie, c'est pas très intéressant. On reste toujours sur les mêmes clichés qui sont quand même à la base des discriminations qu'on subit dans cette société. Donc de même, mettre des personnes trans pour symboliser la fluidité à la place de, je sais pas, par exemple, la grande prêtresse, c'est bien, mais en même temps, on reste dans une espèce de fétichisation de la bonne personne trans qui est forcément non-binaire. On a aussi toute une série de jeux qui ont décidé de mettre en avant des personnes trans, mais pour que ce soit très très explicite, on mis beaucoup d'accent sur les organes génitaux, donc ce qui est quand même très très malaisant, ce terme est affreux. Enfin, qui est quand même vraiment problématique, puisque cette obsession des personnes cis pour les organes génitaux des personnes trans fait aussi partie des choses qui rendent la vie des personnes trans extrêmement compliquée et qui montrent qu'on est encore bel et bien dans un système cis-sexiste et hétéro et extrêmement binaire. Voilà. Donc, j'ai fait ma petite leçon. Je peux répondre à la question un bon tarot pour commencer. Donc déjà, je pense pas qu'il y ait un bon tarot pour commencer. Je vais le dire et le redire. J'apprécie quand même la grille d'analyse quand on fait des reviews sur des decks et tout ça, de dire oui, celui-ci est plutôt friendly pour les débutants et tout ça. Ça peut nous aider à nous orienter. Maintenant, il n'y a pas un mauvais tarot pour commencer. Et surtout, les tarots qu'on estime souvent être des bons tarots pour commencer, en général, ce qu'on a toujours vu comme des bons tarots pour commencer, sont souvent ceux qui sont le plus figés dans des normes qui sont celles qu'en tant que personne queer, on n'a pas envie de voir dans des tarots. Vraiment, ce qui compte, c'est quand même que vous vous sentez à l'aise avec le tarot que vous décidez d'utiliser pour commencer, que ce soit un tarot qui vous parle, qui vous emporte, qui vous réponde. Déjà, vous tirez quelques cartes et vous sentez qu'il se passe un truc, même si vous pouvez être à la base un peu désorienté ou perplexe sur certaines choses. Donc, ça, c'est vraiment la base de la base de la base. Il n'y a pas un bon tarot pour commencer. Maintenant, ce qu'on estime souvent être des tarots de débutants, ce sont des tarots qui vont respecter assez tranquillement le système du bon vieux Waite Smith et qui du coup permettent de bien comprendre les symboles, la structure du tarot et qui vont nous permettre par la suite d'aller plus facilement vers d'autres tarots. Donc, là-dessus, il y a une chose qui est assez intéressante à savoir, c'est qu'il y a de plus en plus de tarots qui ne s'éloignent pas trop du Rider-Waite-Smith qui sont sortis. On a notamment le Modern Witch qui présente l'intérêt d'être accessible de façon mainstream assez largement sur Internet, ou si vous avez la chance d'avoir des librairies anglophones dans votre patelin, grande ville quoi, je suis à Bruxelles donc c'était plus facile pour moi de voir qu'il y en avait ici. Ils sont aussi en magasin, donc ça c'est cool. À ma connaissance, il n'est pas sorti en français, je sais pas si c'est prévu, et ça c'est un autre point que je vais aborder. Le Modern Witch plaît beaucoup parce qu'il est vraiment très très cloné au niveau visuel et tout ça, au niveau des codes couleurs et tout. Il est très très proche du Rider-Waite-Smith. Moi je sais, j'utilise pas le Rider-Waite-Smith, j'arrive pas à travailler avec ce genre de jeu, donc le Modern Witch, comme toujours, je vais sauter des cartes, ne me parle pas plus que ça, mais ça peut être une alternative correcte. En tout cas, beaucoup de personnes ont l'air d'en être très contentes. Une alternative plus indépendante, donc autoproduite. Donc il faut savoir que le Modern Witch a été dans un truc de production indépendant, mais en même temps a été mass marketé. Genre il y avait 2 éditions comme ça, c'était un peu, je crois que c'était une édition Kickstarter, et puis parallèlement, juste en même temps quasiment, il y a eu une édition grand public. Enfin grand public, tout marché, mass market, marché de masse. Voilà. Alors, pour le coup, le This Might Hurt, c'est un tarot qui est indépendant. Et du coup, quand les coûts de production sont des coûts de production des tarots indépendants, c'est un tarot qui est plus cher. Et il est aussi très très fidèle au Rider-Waite-Smith. Pour moi, il a moins le côté lisse, voire vieilli comme ça, du Waite-Smith. Et donc, cet univers me parle beaucoup plus. Si je devais avoir un tarot comme ça, avec des humains sur toutes les cartes, qui respectent assez bien l'iconographie de base, la
symbologie de base, les symboliques du Wade Smith, j'irai plutôt vers le This Might Hurt. Donc tous ces tarots-là sont aussi disponibles sur Little Red Tarot. Donc vous savez, je parle toujours de cette boutique qui est basée au Pays de Galles, qui est anticapitaliste, qui nous permet d'avoir accès à beaucoup de jeux queer et faits par des personnes queer et alternatifs et aussi beaucoup plus représentatifs de toutes les minorités. L'avantage c'est déjà qu'ils sont regroupés dans un même endroit et l'avantage c'est aussi qu'il ne faut pas les faire venir des États-Unis ou d'ailleurs et du coup pour l'instant ça va pas durer longtemps que le Brexit mais pour l'instant on n'a pas de frais de douane à payer quand on commande sur Little Red Tarot et ça change la life parce que par exemple moi en Belgique je sais que je ne prendrai pas plus le risque de backer des trucs et tout sur Kickstarter ou de commander aux États-Unis parce qu'à chaque fois j'ai les frais de douane, ça veut dire les 21% de TVA, 25 € de frais de dossier pour les douanes et 15 à la poste. Genre un truc, genre mais la dernière fois j'avais genre le double, le prix du tarot que j'ai dû payer en frais de port, en frais de conneries, en frais de saloperie, en frais de... Putain, tu fais chier la poste et les douanes. Sérieux, des tarots à 30 €, tu me fais payer 60 boules en plus, ça va pas dans ta tête. Et surtout que normalement, les trucs qui sont en dessous de... Enfin, genre, mon tarot, il dépassait pas le montant de 25 € parce que c'était en dollars. Qui devait donc normalement pas être contrôlé sur des jeux de cartes. Donc je peux pas faire confiance en les douanes, du coup Little Red Tarot jusqu'ici était top. Mais le Brexit va évidemment changer les choses. Donc je vous conseille déjà d'aller voir un peu tout ce qu'elle a sur son site Best parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses alternatives très chouettes. Et ouais, le This Might Hurt, moi, c'est peut-être mon petit coup de cœur tarot débutant, genre qu'on a l'habitude d'étiqueter comme débutant avec une chouette personnalité. Mais voilà, petit tour à faire par là-bas. Après, je trouve que toujours donner ce genre de tarot avec des humains dessus, comme des tarots type de tarot débutants, je trouve que c'est problématique. Parce qu'on est quand même nombreux et nombreuses à ne pas trop adhérer au tarot sur lesquels il y a des gens qui sont représentés. Et c'est pas qu'une question de c'est jamais assez en termes de représentation, c'est aussi une question que ça peut parasiter notre intuition, ça peut être un filtre au niveau de notre imaginaire, donc on n'arrive pas à se projeter dans les cartes. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui viennent avec cette question-là. Et plus j'y réfléchis et plus je me dis, c'est vrai que moi, mes premiers tarots, mon premier tarot, moi j'ai appris le tarot donc avec un jeu sans personne dessus et très abstrait. Enfin, abstrait, peut-être pas le mot, mais pas très détaillé, pas avec des situations aussi détaillées que celle-ci. Et je regrette pas. Puis après, je me suis dit, une des raisons pour lesquelles je galère à me retrouver dans des tarots avec des gens, bah, c'est que je me retrouve pas représentée, donc ils m'intéressent grave pas. Mais après, au-delà de ça, avec la pratique, je pense vraiment qu'au niveau intuitif, c'est pas rare que ce soit plus simple pour moi, plus agréable, plus fluide. Plus fluide. J'étais tellement belge dans ma prononciation de fluide. Plus fluide. Fluide. Plus fluide. Je sais pas comment vous dites les Français. De lire avec des tarots sans personne dessus. D'ailleurs, c'est vrai quand je tire les cartes pour les gens, je vais un peu moins hésiter à prendre des tarots avec des gens dessus parce que je sais que parfois ça permet de plus facilement faire rentrer les gens dans les cartes, expliquer le sens de la carte. Mais quand je tire les cartes pour moi, au final, j'utilise quasiment pas des jeux avec des gens dessus. Puis pour Instagram aussi, parfois c'est plus sympa d'avoir des gens. C'est plus sympa de faire du storytelling, de faire vraiment de la narration, d'inventer une petite histoire pour une carte quand il y a des gens dessus. Mais c'est vrai que pour tirer les cartes pour moi, moins. Et pour le tirage, ça dépend des tirages. Par exemple, si je vais tirer les cartes à des personnes qui sont déjà des personnes qui connaissent le tarot, je vais moins me dire oh, je dois lui expliquer le sens traditionnel de la carte et tout parce que la personne a priori elle connaît déjà et donc je vais me sentir beaucoup plus à partir dans le domaine de l'intuition avec un tarot qui est plus moins platement figuratif comme ça, on va dire ça comme ça. Donc n'oubliez jamais ça, il n'y a jamais un bon tarot pour commencer. Je trouve quand même que c'est idéal de pas
dans les premiers mois, avant d'avoir une certaine familiarité avec les cartes, de ne pas commencer à collectionner. Alors je sais, c'est trop beau des jeux de tarot, on a souvent envie de collectionner, et puis la pression est quand même assez forte sur les réseaux sociaux, on voit plein de trucs qui nous parlent sur Instagram, dès que je regarde une review sur YouTube, parce que j'adore regarder des reviews et avoir l'avis d'autres personnes sur les cartes et tout, j'ai directement envie du deck, donc c'est dur. Cet appel de la consommation, mais d'un autre côté, sans jugement pour les personnes qui collectionnent les cartes, j'en fais partie, mais d'un autre côté, vraiment sur les premiers mois, semaines, ça dépend à quel rythme vous allez, je conseillerais quand même de pas trop s'éloigner du jeu avec lequel vous avez décidé d'apprendre. Après, du coup, mon autre conseil, c'est quand même que si vous avez un truc qui est vraiment pas... je n'ai pas ici, qui est vraiment pas avec beaucoup de gens, de détails dessus, et donc il s'éloigne assez bien du classique Wade Smith. Je conseille d'aller sur des sites comme learntarot.com par exemple, encore une fois les liens sont en dessous, pour avoir accès vraiment à toutes les cartes, pouvoir les retrouver facilement et comparer les cartes avec lesquelles vous commencez à travailler avec une version plus classique. Ça vous facilitera la vie quand vous allez devoir passer à d'autres tarots. Moi, j'ai pas acheté celui-là que j'ai trouvé en seconde main très rapidement dans mon parcours avec le tarot, mais je connaissais sa symbolique et je connaissais l'imaginaire parce que quand j'apprenais les cartes, j'avais toujours en parallèle un onglet sur mon ordinateur où je pouvais regarder l'équivalent des cartes que je tirais en version plus ou moins proche du Wade Smith. Donc ça, je continue à conseiller, si vous voulez vraiment apprendre le système du tarot, et c'est pas une nécessité, vous pouvez lire le tarot d'une façon à 100% intuitive si vous préférez, mais si vous avez envie d'apprendre, si vous savez que vous allez avoir envie de passer vers d'autres jeux, et si toute l'histoire de ce système et toute sa complexité vous intéresse, je conseille quand même de regarder sur internet à quoi ressemblent les cartes, pas trop sur d'autres jeux, pas forcément sur des tonnes et des tonnes de jeux pour pas vous perdre, mais au moins sur un système un peu classique comme le Wade Smith. Après, justement, comment apprendre le tarot? C'est vrai que sans avoir des milliers de decks, ça peut être assez intéressant pour une carte précise d'aller voir comment elle est représentée sur différents jeux, en traînant sur Instagram par exemple, pour vraiment essayer de comprendre toutes les subtilités de la carte, que parfois certains jeux vont donner une approche et pas toute la complexité d'une carte. Donc, je peux quand même conseiller ça. Donc, ceci étant dit, du coup, je vous ai pas dit c'était quoi qui faisait un bon jeu pour commencer, parce que vraiment, avant tout, il faut s'écouter. Il faut pas hésiter, si le premier jeu que vous chopez, parce que vraiment vous avez hâte, vous savez pas par où commencer, il vous plaît pas, vous pouvez revendre, vous pouvez le donner. Il y a des pages pour faire des échanges de tarot, vous pouvez faire un appel sur les réseaux sociaux ou par mail ou quoi. C'est assez facile d'échanger un tarot. Et donc, si vraiment vous ne sentez pas un tarot, n'hésitez pas à vous en débarrasser ou à le mettre de côté. Et surtout, n'oubliez pas qu'en bouquinerie ou sur les sites de seconde main, c'est quand même vraiment facile de trouver des tarots pas chers. En tout cas, ça l'est de plus en plus. C'est encore une fois un avantage au fait que le tarot devient très très populaire en ce moment. Et cet effet de mode nous permet quand même d'avoir une accessibilité des decks. Alors, parmi les questions qu'on me pose parfois, et je vais en profiter pour la poser ici, on a la question de la langue du tarot. Il y a pas mal de gens qui me disent, mais je suis francophone, alors il me faut un tarot qui est traduit en français. Je peux comprendre si vous voulez vraiment travailler avec le livret. Enfin, je peux comprendre dans tous les cas. Mais si vous voulez vraiment travailler avec le livret d'un jeu en particulier, c'est clair, c'est plus pratique. Après, vous pouvez toujours chercher les mots-clés, les interprétations des cartes ailleurs, sachant que beaucoup des tarots ont quand même des livrets, des petits livres blancs là, complètement basiques, avec pas grand-chose dedans, donc Internet est quand même votre ami. Après, sur la question de ne pas s'y retrouver dans le nom des cartes, ah bah tiens, d'ailleurs, typiquement, j'avais jamais remarqué, je m'étais jamais posé la question. Sur le Rider-Waite-Smith, on a juste sur les arcanes mineures le numéro, et là on doit voir le pentacle, donc on sait qu'on est dans les pentacles. Ici on voit bien qu'on est dans les bâtons. Et donc en fait pour la plupart des tarots, il n'y a pas énormément de noms qui sont indiqués, et
si compliqué de se faire une petite liste de traductions. Je sais, moi par exemple, j'ai un tarot en allemand, je m'en sors assez bien avec lui parce que tous les tarots fonctionnent toujours un peu pareil. Donc une fois que vous avez compris la structure du tarot, c'est-à-dire les 4 suites, et alors à chaque fois on a les trucs de 1 à 10, et puis on a les 4 figures, et puis il y a les 22 arcanes majeures qui sont parfois renommés, de même pour les figures. C'est vrai que vous pouvez assez facilement avoir votre petite liste à côté et vous y retrouver. Donc ne paniquez pas si le tarot que vous adorez n'existe pas du tout dans la langue que vous parlez, si vous galérez par exemple avec l'anglais. Il y a quand même moyen d'en faire quelque chose et puis on se familiarise quand même assez rapidement avec les images du tarot et, et ça se met en place. Donc avoir une petite liste à côté me paraît dans beaucoup de cas suffisant. Après ça dépend de comment vous fonctionnez, si vous êtes très dans le visuel, si vous avez besoin des mots. Et du coup ça me fait penser en revoyant ici mon Rider-Waite-Smith. Donc ici c'est noté pour les As. Du coup après sur les autres on est censé deviner qu'on est dans des pentacles. Une amie me disait récemment qu'elle avait reçu un tarot et que c'était très perturbant, qu'il y avait juste les numéros et que du coup elle savait pas dans quelle suite elle était, c'était vraiment le bordel. C'est vrai qu'il y a certains tarots qui sont pas très explicites au niveau des images, de savoir dans quelle suite on est et tout ça. Ça peut vous aider quand vous regardez les images. Si vous regardez par exemple ce qu'on appelle des walkthroughs, on fait le tour de toutes les cartes d'un tarot sur YouTube avant de passer une commande. Ça peut vous aider de regarder à quel point c'est facile de s'y retrouver dans les arcanes mineures, parce que parfois on galère, et de même pour les majeures, il y a certaines majeures on n'a que les chiffres. Et alors une fois qu'on connaît le tarot, c'est très simple de dire c'est d'abord le fou ou le mât, puis le magicien, puis la grande prêtresse, et puis l'impératrice, et puis l'empereur, et puis l'hiérophante, etc. Une fois qu'on connaît le tarot, la suite on l'a vraiment intégrée. D'ailleurs c'est quand même une des choses qui nous est utile à faire quand on fait l'apprentissage du tarot, c'est connaître un peu les cartes dans l'ordre, même si ça prend quelques mois. Mais au début, quand on commence, c'est vrai que c'est bien de regarder que ce soit explicitement noté sur les cartes où on en est dans la suite, qui est à la fois le numéro et à la fois l'empereur, le nom du coup. Aussi bon à savoir si vous galérez à lire les chiffres romains, regardez bien que ce soit indiqué autrement. Si vous avez quelques problèmes, que ce soit pour lire, faites attention à l'écriture. Parfois, il y a des choses qui sont difficiles à décrypter. On peut penser par exemple à l'excellent Weird Wisdom Arcana de le page novembre. Il y a des petits mots qui sont écrits en plus. Déjà, en plus, il y a déjà 2 lettres qui sont inversées ici. Pour certaines personnes, ça peut être très très difficile. Si vous avez de la dyslexie ou tout autre pas forcément de problème, mais un apprentissage de la lecture qui est différente. Prêtez déjà attention à ça aussi, les codes couleurs et tout ça. La lisibilité des cartes, elle est importante. Et voilà, du coup, c'est pour ça que je vous disais, mais si le premier jeu que vous prenez, au final, il vous paraissait super chouette, hein, mais au final, il n'est pas lisible pour vous, n'hésitez pas. Mettez-le de côté, échangez, essayez de choper des trucs de seconde main, pas trop chers, mais la lisibilité, est quand même, vraiment, je trouve quelque chose d'important. Qu'on n'ait pas à réfléchir 3 heures quand on est devant une carte. Je trouve que c'est important. Et si ça n'allait pas pour vous, alors allez dans le domaine des jeux qui sont complètement intuitifs, où les trucs sont super mal notés, où c'est pas clair, où on est dans quelle suite. Et voilà. Ça peut vous aider quand même à fixer votre choix. Donc la question du coût, j'en ai déjà parlé plein de fois, surtout sur Instagram je pense. Les tarots indépendants coûtent beaucoup plus cher que les tarots mainstream dans beaucoup de cas, mais pas tous. Et il n'y a pas de culpabilisation si vous prenez un tarot mainstream, si vous allez chez un grand méchant pour le commander en ligne. Mais c'est quand même intéressant de savoir que la qualité des jeux indépendants est parfois meilleure, et donc on sait où on met son argent, on sait qu'on soutient un ou une artiste queer par exemple, et c'est très très important. Et parfois elle n'est pas là, et du coup moi quand c'est des jeux indépendants j'ai vraiment aucun problème à pardonner le fait que la qualité est un peu ridicule pour le prix. Par contre pour les jeux mainstream ça passe moins bien, hein, je vais le dire comme c'est. Par exemple, Numinous Tarot, qui est un jeu qui est fait par une personne queer, neuroatypique, non binaire,
Voilà, moi je l'utilise quasiment jamais. Le côté doré ici, je sais pas si vous voyez bien, est très très abîmé. Il y avait déjà un dédoublement sur le livret qui allait avec quand je l'ai reçu. Mais après, les cartes, elles s'abîment pas. Bon, bah voilà. Et d'ailleurs, c'est une chose à savoir, hein, si vous êtes un peu maniaque, il y a pas mal de jeux qui ont les côtés dorés qui s'abîment vite. Pas tous, mais voilà. Ce côté, bah, c'est la qualité la carte qui fait que ça se dédouble aussi. Donc ça peut être un critère, mais ça, c'est à vous de voir. Je voulais aussi dire qu'il y a beaucoup de ressources qui sortent en français tous les jours. Je vois des nouveaux trucs qui passent et que donc j'ai l'impression que par rapport à mes toutes premières vidéos, maintenant c'est tellement plus facile de trouver des choses alternatives sur le tarot, ou en tout cas de trouver facilement tout ce qui est mots-clés et tout ça. Après, ma culture du tarot est plutôt passée par des contenus anglophones, et pour l'instant j'essaie de ne pas passer trop de temps sur les réseaux sociaux ni rien, et du coup j'ai un peu du mal à me positionner par rapport à, comme j'ai dit, cet essor qui existe dans le monde du tarot. Donc là j'ai pas vraiment de conseils à donner, donc je m'excuse de donner avant tout des ressources en français, en anglais. Et si vous avez des conseils à donner en français, n'hésitez pas en commentaire, parce que c'est vrai que c'est pas du tout mon domaine d'expertise. En fait, quand j'ai commencé à apprendre le tarot, j'ai découvert super vite Little Red Tarot, qui avait un blog communautaire qui est fermé depuis lors. Et ce que j'ai vraiment aimé par rapport au tarot queer et féministe, c'était vraiment cette idée qu'on a perdu maintenant que les blogs sont vraiment en perte de visibilité, de vitesse, de tout dans notre usage d'Internet. C'était vraiment cette idée qu'on était sur une communauté, qu'on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde surtout, mais qu'on était dans une logique qui était foncièrement anticapitaliste, queer, antiraciste, euh, avec une optique de justice en dit, anti-grossophobe, oui, parce que Beth m'avait invité à faire ma chronique Fat Tarot sur cette plateforme-là, donc c'était vraiment des choses qui tenaient à cœur aux gens qui étaient sur cette communauté-là. Et pour l'instant, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de ressources en français, je trouve ça chouette, mais cette idée de vraiment d'avoir cette envie d'échanger, d'appartenir à une communauté, de ne pas devoir réexpliquer sans cesse certains basiques, ça me manque fort, et du coup c'est pour ça que je ne m'implique pas plus que ça sur les réseaux sociaux, parce que j'ai l'impression que il y a vraiment une logique de compétition qui est inhérente aux réseaux sociaux, et qu'on peut essayer de déconstruire, de résister autant qu'on veut. C'est vraiment inhérent au fonctionnement de ces entreprises capitalistes-là. Et, et donc voilà, c'est pour ça que je suis en décrochage. Et aussi, je sais qu'il y a des choses qui plaisent beaucoup dans le domaine du tarot francophone, qui m'ont l'air vraiment pas mal quand je regarde, mais qui m'ont quand même l'air, je me dis, c'est quand même super hétéronormé parfois ce que je lis. Et puis telle personne, super réputée, à un moment, je vois un truc quand même très très limite au niveau de l'humour grossophobe et tout. Et donc, je me suis jamais sentie dans un esprit ouais, de communauté, enfin pas aussi fort en tout cas, parce que le blog permettait de faire cet ensemble, et du coup voilà, j'ai certainement beaucoup plus de mal à suggérer des choses, même si il y a quand même ce sentiment qu'il existe des gens avec qui on est d'accord, et donc on peut aller plus loin, parce qu'on ne doit pas toujours revenir sur le tarot est tellement blanc, il est tellement mince, il est tellement blablabla. Mais c'est moins fluide, c'est moins organique comme processus de rencontre que du côté anglophone. Et voilà, ça manque, et je sais que les choses bougent, et j'espère qu'elles vont continuer de bouger. Mais je trouve qu'autant il y a des choses alternatives, autant j'ai l'impression parfois que du côté francophone, on est genre, on découvre le tarot et tout, mais moi j'ai l'impression qu'on est dans un revival du New Age. J'ai l'impression qu'on est dans les années 70, quoi. Et que du coup, on arrive et on est en mode féminin sacré, cercle de meufs et tout, super cis sexiste, super si t'as pas tes règles, t'existes pas, t'es pas une vraie meuf, des trucs comme ça. Et je sais pas, ça a tellement été déconstruit depuis 50 ans
du côté anglophone, même s'il y a encore des grosses merdes d'appropriation culturelle et tout, hein, je ne fais pas d'idéalisation de ça, mais comment il y a des personnes qui ont porté d'autres types de réflexions. Et du coup, parfois, quand j'essaie de regarder les communautés tarot qui sont plutôt féministes du côté francophone, je me dis, mais c'est pas anticapitaliste, mais c'est super pas du tout ok par rapport à l'inclusion des meufs trans. Putain, ces meufs, elles sont qu'entre blanches, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal, comment ça se fait? Il n'y a pas que des blanches qui font du tarot, alors comment ça se fait que la visibilité en ligne, elle est que sur les blanches? Et toutes ces questions-là. Et donc, je me sens un peu perdue par rapport à ces informations-là. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. Si vous faites autre chose, on pourrait, par exemple, faire des séries d'entretiens ou d'interviews croisées via YouTube et tout ça, ce serait vraiment chouette parce que je ne peux pas croire que les alternatives n'existent pas, seulement elles ne sont pas visibles. Et ça, c'est pour moi vraiment propre au fonctionnement des réseaux sociaux. Et à l'époque où on avait des blogs communautaires et tout, c'était plus facile de se retrouver. Et les réseaux sociaux, avec le fonctionnement des algorithmes, de l'image et tout, il faut déjà avoir un certain capital culturel et connaître les rouages pour être bien positionné, quoi. Et, ça fait déjà 40 minutes. Katou, on avance, on avance, on avance. On part en vrac sur une direction complètement différente. Oui, je chante faux, ça fait rire mon amoureuse qui est en train de peindre derrière. Ouais, allez-y tousser, mon amoureuse, le temps qu'on se pose. Alors, je vais ramasser cette mystique de cloche traînée par terre, parce que tout vole de mes petites mains. Et je voulais dire aussi parmi les petits conseils, mais donc c'est vraiment du vrac, hein. Les petits conseils pour commencer le tarot, j'ai envie de dire, quand on est une personne queer et que du coup, les arcanes majeures, parfois on est en mode ah, l'impératrice, l'empereur, c'est quoi ce truc binaire de ouf, c'est quoi ce truc essentialiste, mais comment c'est possible qu'on utilise des termes comme ça, c'est quoi l'empire, c'est quoi, pourquoi? On respire, on se pose, c'est normal que ça nous mette du temps déjà de comprendre, de se familiariser avec les cartes d'arcane majeures. Et c'est aussi normal que ce soit putain de compliqué de passer au-dessus de tout ça, même si y a plein de jeux où ces cartes-là sont renommées. Allez, on va trouver ça. Et c'est grave cool. Donc là, par exemple, on n'a pas les pages, pas les valets, cavaliers, etc. Ça, c'est l'équivalent du valet. L'équivalent du cavalier. De la reine. Et donc vous avez vu la mystique là juste avant, c'est l'équivalent du roi. Donc voilà, mais pour les cartes d'arcane majeur, puisqu'on parlait des majeurs, non ici, hein, on se disperse. Hein. Ces cartes problématiques, par exemple ici, The Diviner, la divinatrice, c'est l'équivalent de la grande prêtresse dans ce New Minister Tarot, et donc ne ressemble pas n'a rien qui permet d'indiquer son genre et n'est pas dans les clichés de genre comme certaines grandes prêtresses. Donc, déjà, première chose, les tarots alternatifs nous aident, mais malgré tout, ça peut rester compliqué. Et surtout, quand on apprend le tarot, on est souvent quand même confronté aux interprétations plus traditionnelles et on se heurte à ce qu'elles veulent dire. Et du coup, désolée, j'observe un pigeon. Parce que les pigeons, quand il fait froid, ils sont tout gros comme ça. Et ils sont beaux. Et donc, il n'y a aucun problème à commencer par les arcanes mineures. Genre, celle-ci. Bon, j'aime pas trop forcément comment ça a été refait dans ce jeu-là. C'est pas un souci parce que du coup, c'est beaucoup plus facile de rentrer dans ces situations qui sont plutôt des situations du quotidien. J'imagine qu'en tirant des cartes d'arcanes majeures, on peut tous penser à un truc sur la dernière année où on a été confronté à quelque chose de ces cartes-là. Par exemple, le 4 de bâton ici, on a un peu l'idée de se poser, de profiter de ce qui va bien. Ça me fait penser que je me suis pris une petite journée de vacances avec mon amoureuse la semaine passée. Si on la lit d'une façon plus traditionnelle et qu'on pense contrat social, célébration et tout, je me suis mariée l'année passée. Le 7
Le set de bâtons, ça peut faire penser, disons très basiquement, à des personnes un peu sournoises, un peu vicieuses, qui cachent des trucs, qui nous volent de l'énergie et tout. Ça peut faire penser à c'est quand la dernière fois que tu as plagié un de tes textes, c'est quand la dernière fois que tu as repensé à telle personne que tu as super bien côtoyée avant, qui était super manipulatrice et menteuse. Je donne pas de détails, hein, sinon ça va devenir chelou. Euh, le 6 d'épée, c'est à quel moment t'as pris ton courage et tu t'es accordé soit une pause, soit un éloignement plus durable par rapport à une situation qui était vraiment envenimée. Et tout ça, bah, directement, les associations, elles viennent, on peut penser à des choses. Et donc, c'est beaucoup plus simple de se familiariser avec les cartes de l'arcane mineur. Donc, c'est pas un souci du tout de commencer par là, puis aussi d'essayer de travailler avec tout simplement l'énergie des épées, donc de l'élément R par exemple, parce que les éléments on va les retrouver ensuite dans les cartes d'arcane majeure, donc c'est une bonne façon de commencer, donc n'hésitez pas. Après les cartes de cours, comme on aime bien les appeler pour reprendre une étiquette très royale et problématique, ou les figures, c'est pour beaucoup de gens des cartes compliquées du tarot. On va peut-être remettre plus de temps à les appréhender, c'est pas non plus un problème. Je me suis fourni le livre d'Estony, Tarot Cards. J'ai pas encore tout lu du tout, j'ai juste commencé sur quelques cartes qui m'intéressent, mais ça reste difficile. Et donc les arcanes majeures, c'est pas un problème si vous y revenez après. Moi, c'est vraiment l'année passée, j'ai eu de plus en plus, au cours des 2 dernières années, mais vraiment l'année passée, surtout sur les derniers mois, j'ai eu tous les verrous qui ont sauté avec plein des cartes d'arcanes majeures avec lesquelles je coinçais, genre l'impératrice, ou les archétypes très maternels comme ça, la féminité et tout ça. J'étais, je peux pas, ça me bloque. Et là, maintenant, je commence à voir toutes les autres choses qui vont avec. Et puis aussi, les choses plus traditionnelles, j'arrive à en extraire quelque chose qui m'intéresse, tout en le sortant certainement du côté binaire, essentialiste, quoi. Mais... Mais ouais, du coup, ces derniers mois, je tire quasiment plus que des arcanes majeures. Je trouve ça très très rigolo, mais c'est intéressant. En fait, je suis contente de ne pas avoir forcé, parce qu'elles sont tellement représentatives de grosses tendances, de gros archétypes, de choses qui, 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 qui nous bougent tellement plus profondément, et qui bougent aussi les structures sociales tellement plus profondément, que c'est normal que ça prend du temps de se familiariser avec. Vous ne sentez pas nul si ce n'est pas le cas, et vous êtes quand même capable de tirer les cartes, même si vous avez encore des blocages avec certaines cartes d'arcane majeure. Et c'est pas, ça fait pas de vous quelqu'un de nul, ou de trop lent, de trop... je sais pas. Et alors après, vous avez aussi le droit, là je vous montre un tarot où il y a beaucoup de nudité. Et encore une fois, je pense que s'intéresser au tarot queer, c'est aussi se dire que parfois on est dérangé par certains tarots qui sont trop explicites. C'est aussi se dire qu'on n'a pas toujours besoin de représentation très très explicite de la sexualité, qu'il y a des gens qui n'ont pas de sexualité, que ces personnes ne sont pas moins queer ou pas moins réelles. Voilà, je vous montre des cartes au hasard du Many Queens Tarot tout en disant ça. Ce qui me fait penser que donc il y a le livre Queering Tarot qui est assez intéressant, mais qui est, je dirais, c'est pas un jeu pas forcément un livre de débutant, parce qu'on va avoir vraiment cette approche très queer pour chaque carte. On fait beaucoup ça du côté anglophone. C'est genre les Creative Tarot for Troubled Times. Alors ils fonctionnent tous un peu pareil. On prend toutes les cartes et on refait une interprétation. Et je trouve que ça vient rajouter une couche queer au-dessus des interprétations traditionnelles des cartes. C'est tout à fait légitime comme façon de concevoir le tarot. Pour moi, queer, c'est quelque chose de transversal, c'est quelque chose qui inclut tout ce qu'on fait, qui s'oppose au côté structurant, oppressif du genre, des normes... du genre et de l'hétéronormativité et de l'hétérosexualité obligatoire et
et du sexisme aussi, et puis à tous les autres systèmes d'oppression. Et donc, pour moi, ça ne vient pas forcément superposer après qu'on ait vu chaque carte, et ça fait partie de comment on appréhende les cartes, comment on les interroge, comment on se familiarise avec elles à chaque fois. Mais ceci dit, parfois c'est compliqué, et ce livre aussi est quand même vraiment intéressant pour ramener les choses. Mais ouais, je voudrais vraiment insister sur le fait que je trouve que c'est important pour moi qu'une perspective queer voit toute la pluralité de nos modes d'être en relation. Donc par exemple, ne pas se limiter à des relations mono, mais prendre en compte le polyamour, etc. Mais je trouve aussi que vraiment prendre en compte la sexualité et aussi tous les triggers qui peuvent être liés à la sexualité parfois, c'est important. Et donc ne pas sursexualiser toutes les cartes, c'est quelque chose, c'est une précaution à ramener, je trouve, quand on tire le tarot. Et du coup, ça c'est une autre chose que j'avais envie de dire ici. Je trouve que ce qui manque dans le tarot, mais c'est comme dans tout, et comme il y a une approche très psychologisante du tarot, très psychanalytique en fait, souvent il n'y a pas vraiment une approche du trauma qui est informée par les rapports de pouvoir, tout ce qui a été fait par les groupes opprimés, en particulier les personnes racisées et qui ont vécu dans des situations coloniales et des traumas intergénérationnels aussi liés au colonialisme et puis au fait que le colonialisme est toujours présent dans le monde à l'heure actuelle. Et donc je trouve que ça n'a pas encore assez percolé, quoi, ces approches-là dans le tarot. Et du coup, j'avais une réflexion à faire sur les cartes qui font peur. Il y a pas mal de gens qui trouvent que c'est difficile et qui vont choisir un jeu en faisant en sorte que, genre, le 9 et le 10 d'épée, pour être un peu cliché, parce que les cartes d'épée dans le système de Waite Smith sont souvent les plus sombres, c'est la suite du chagrin. On a tendance à... Il y a des personnes qui souhaiteraient qu'elles soient moins explicites dans le sens angoissante, flippante. Celle-ci, elle l'est pas tant que ça, quoique encore, hein, avec cette ombre-là et tout ça, terreur nocturne, mais aussi... on dirait que la personne s'automutile. Voilà, c'est très très trash. Je ne montre pas plus pour les personnes qui seraient sensibles à ça. Mon optique à la base, c'était de dire, mais si le tarot, c'est un outil complexe, holistique, qui prend en compte tous les aspects de la vie, y compris ces putains de terreurs nocturnes là, où on est dans un état d'angoisse, d'anxiété et tout, on peut plus rien faire, on sait plus qui on est, ce qu'on veut, on est en boucle dans nos têtes, tous ces trucs-là. Je trouve que c'est très très important qu'il y ait des représentations de ça dans le tarot. Après, plus je lis des gens, par exemple comme Azali Earthwork, et puis je me rends compte qu'en fait, il faut un peu dédramatiser ça aussi. Certes, ces cartes, elles sont importantes, elles font partie de la complexité du tarot. Et en même temps, si vous avez vraiment du mal avec, si vous n'arrivez pas à vous confronter à votre propre angoisse, que vous n'en êtes pas là, c'est pas pour ça que vous ne pouvez pas utiliser le tarot. Donc vous pouvez choisir des jeux où ces cartes-là sont adoucies, mais vous pouvez aussi juste enlever ces cartes-là d'un jeu, et à un moment, je pense que dire qu'il faut faire avec le tarot dans son entièreté, et qu'il faut gérer toutes nos ombres tout de suite, là, maintenant, et faire avec, c'est un impératif. C'est donner un rythme très performant, très productiviste à notre guérison, à comment on aborde nos traumas, c'est penser qu'il faut absolument guérir de nos putains de traumas dans une société où pour certaines personnes, on va vous les infliger en permanence, vous les réactiver, et du coup... je pense qu'il faut pouvoir prendre en compte aussi que certaines cartes peuvent être des triggers et le prendre avec délicatesse et ne pas partir du principe que tout le monde doit forcément pouvoir composer avec ces cartes-là et les affronter. Maintenant, je reste persuadée que une carte aussi flippante que le 9 d'épée, parfois elle est juste flippante, mais elle n'a pas ce côté-là. Tu tires cette carte le premier du mois et puis ça veut dire que tout ce mois-ci tu vas être morte, angoisse. Mais tu peux aussi dire en disant l'angoisse elle est là, comment je rentre en dialogue avec elle, ça peut être une façon de t'aider par rapport à ton angoisse. Mais parfois c'est pas facile, surtout quand on est angoissé, et je trouve que c'est quand même vraiment grave important de plus en plus de se décomplexer par rapport à ça, de ne pas être dans l'injonction
de pas forcer les choses. Et si vraiment tu as un problème avec une carte, surtout dans certains jeux, comme celui-ci par exemple, qui a des cartes pour moi qui sont très... j'avais parlé de l'empereur à un moment, avec des grandes mains comme ça, qui me fait vraiment beaucoup flipper. D'ailleurs, je suis pas sûre que j'ai envie de la remontrer, cette carte-là. Et du coup, je travaille pas avec ce jeu-là, et voilà quoi. Enfin, c'est juste ok de pas travailler avec ou d'enlever les cartes qui font flipper, parce que franchement, avoir des choses qui font, bah, par exemple, penser aux violences sexuelles, ben, on n'a pas à les avoir dans le pif tout le temps. Je vais donc ranger ce tarot pour continuer avec un autre. Donc voilà, ça j'avais vraiment envie de dire ça. Et du coup, je trouve qu'il y a aussi un truc qui circule beaucoup sur Insta en ce moment, qui circule encore. C'est un truc sur genre, ouais, le tarot, c'est le vrai truc badass, tu vois, ça te met ton nez dans ta merde, ça te permet de gérer toutes les situations, tout affronter, c'est vraiment un outil complet. Et il y a comme ça une espèce de truc d'avoir un certain mépris des cartes d'oracle qui seraient toutes rose bonbon, douceur, light, tout va bien, pensée positive. Donc déjà, c'est super réducteur par rapport aux oracles. Mais en plus, hé, tu sais quoi, si c'est ce que tu as besoin maintenant, c'est vraiment beaucoup de douceur. Déjà, il y a des jeux de tarot qui sont super doux, même s'ils sont problématiques sur certains aspects, par exemple. Oh, c'est affirmateur ce tarot, c'est trop choupi, c'est trop mignon, et si t'as envie que de la mignonitude dans ta life et que t'as pas envie d'être dans des trucs sans putain, tu peux le faire. Il y a même les cartes compliquées, elles sont pas complètement lissées comme ça, mais elles sont pas violentes, elles sont pas confrontantes. Regardez par exemple le pendu ici, je trouve que ça va. Et du coup, bon voilà, je sors un tarot parce que je suis une girl à tarot. Bah voilà, on parlait justement du 9 d'épée. Bah regardez-moi ce 9 d'épée. Ah bah, il transmet la notion d'angoisse, d'être paumé, de faire des cauchemars d'une façon qui est regardable dans les yeux, par exemple. Et bah, si même ça, c'est dur parfois, il n'y a pas de mal à être dans des oracles qui sont que des oracles qui sont dans la douceur, qui te prennent par la main, qui sont... ouais, juste doux. En fait, le monde, il est super dur. Et cette injonction à travailler avec ce qui va pas, à aller dans le caca, à avoir le nez dans nos traumas tout le temps, merde, quoi. Ok, l'injonction à aller bien, à le développement personnel, le bien-être et tout, c'est tout autant de la merde, hein. Mais en même temps, on ne crée pas des alternatives à ces pressions capitalistes que sont le développement personnel, l'industrie du bien-être, la pensée positive. Oui, c'est du néolibéralisme. Non, je n'aime pas ça. Oui, je peux reparler de ça une prochaine fois. Mais on ne crée pas des alternatives en non plus forçant en fait le côté sombre. Moi, je suis une travailleuse de l'ombre, hein, j'ai pas de soucis avec ça, mais je commence à en avoir marre en fait de voir... de voir une espèce de mépris des oracles parce que le tarot serait tellement au-delà. Et tu as le droit, Chouque, de ne vouloir travailler qu'avec des oracles, parce que tu as vu là des cartes de tarot qui t'ont fait dire qu'en fait, non, tu n'avais pas envie de représentation de ton angoisse, là, tu as le nez tout le temps dedans en permanence. Est-ce que tu as vraiment envie qu'on te rappelle que tu es angoissé, que ça va mal? Pas forcément. Et du coup, bah, c'est ok de prendre un oracle qui est doux avec toi, qui te donne des messages qui sont un peu mielleux, un peu gnangnan, grave cucu, parce que c'est ce dont tu as besoin. C'est peut-être pas la solution sur le long terme, j'en sais rien. Je veux pas juger pour toi. C'est vrai que le tarot, c'est un outil qui est très très complet. Parfois, on n'a pas envie du côté complet. Et je pense qu'il faut pouvoir aussi dédramatiser ça et ne pas faire preuve de mépris pour les personnes qui n'auraient pas le cran, soi-disant, hein, d'affronter la difficulté d'un tarot et qui du coup seraient obligées d'utiliser des oracles cucu. Donc, ouais, j'aime pas trop cette distinction parce que je trouve qu'elle est de plus en plus comme... c'est très genré, c'est très anti-fou, anti personne handi. Enfin, il y a comme ça une réflexion qui pourrait être intéressante justement par rapport au trauma, qui en fait tombe dans ses propres, peut-être dans ses propres fossés, dans ses propres ombres, ses propres ornières, je ne sais pas. Alors, je vais pas aller dans... J'ai partagé un truc là-dessus hier. C'est les petites loutres des amoureuses. Et vous savez quoi? Mon amoureuse et moi, depuis le début de notre relation, on s'endort comme ça, la main dans la main. Enfin, sauf qu'elle lit super tard et qu'après je tourne le dos parce que j'en ai marre d'avoir la lumière dans la gueule. Mais quand même, restons sur le côté kiki. On sort la main dans la main comme des petites loutres.
Mon amoureuse, elle sait plus où se mettre là. Et donc voilà, vive les tarots mignons. Et alors, par exemple, là, j'aime bien. Vous allez croire, mais que c'est cucu, ce petit as de bâton là, ridicule. Oui, mais en même temps, regardez, c'est la lune. Le clair de lune, il ramène quelque chose d'un peu plus. Ok, c'est la nouvelle lune. Côté un peu défi, comme ça, du bon en avant et tout. Je sais pas. Je sais pas. Mais je trouve que le cucutisme, hein, ça a du bon aussi. Ça peut être queer après tout. Il n'y a pas que ça dans la vie. Mais ça ne sert à rien de cracher dessus non plus, quoi. Quand je commence à parler bruxellaire, vous savez ce que ça veut dire. Hein? C'est qu'on arrive à la fin parce que je suis en train de perdre mes moyens. D'ailleurs, ça va faire 1 heure. C'est juste qu'on me demandait quel tirage était cool pour commencer. Et du coup, je vais redire ce que j'ai certainement déjà dit, mais c'est l'occasion. Les tirages à 3 cartes, c'est assez chouette pour commencer, pour pas avoir trop d'interprétations, pour bien observer les interactions des cartes entre elles. Et du coup, tu peux en trouver facilement sur Internet, hein, Chouque, mais sinon, bah, tu composes sur un peu genre problème, blocage, solution, passé, présent, futur. Ça va pas forcément dire que tu lis dans le passé ou que tu lis dans le futur, mais ça peut vouloir dire que tu vois d'où tu viens et où tu vas. Euh, euh, j'ai pas beaucoup d'inspiration tout de suite pour les tirages en 3 cartes, mais ce sera dans mon livret qui va être publié bientôt. La carte du jour, c'est vraiment la base de la base de la base pour apprendre le tarot, je pense. Hein, donc vraiment tirer une carte tous les jours, pas forcément dans le sens prédictif, il va m'arriver ça et tout, mais que tout au cours de la journée, le matin vous tirez la carte, vous notez quelques mots-clés, soit qui vous viennent visuellement si vous n'avez pas le temps, soit en allant potasser un peu ou en regardant sur internet. Et puis toute la journée vous êtes attentif. Pas seulement à qu'est-ce que ces mots-clés évoquent dans votre journée, mais aussi à ce que visuellement, il y a des choses qui vous rappellent la carte. Et donc, oui, des lapins sautillant sur des petits... bon, peut-être pas, mais d'autres choses, quoi. Par exemple, la lune. Parce que c'est la nouvelle lune maintenant, et sur la carte de l'as de bâton, il y avait la nouvelle lune. Ah, quand même si on ne voit pas des petits bâtons sautillants, il y a moyen de travailler avec du cucu. Donc ça, c'est intéressant. Dans la mesure du possible, noter, c'est chouette aussi. Moi, en ce moment, avec mon conseille de noter, parfois, c'est pas toujours facile tous les jours, mais donc n'oublie pas quand on vous dit des trucs comme ça. Vous pouvez juste enregistrer, vous pouvez dessiner, vous pouvez... concevez pas noter dans la façon de la façon la plus stricte qui soit. Please. Et puis ça peut être compliqué. Donc par exemple, vous pouvez mettre votre enregistreur sur on quand vous faites la route depuis chez vous jusqu'à votre bus ou un truc comme ça. Si vous avez des busy life. Alors, on aime bien dire qu'il faut dormir avec les cartes et tout pour s'imprimer leur énergie et tout ça, ce qui reste complètement cool. Mais la version actuelle, ça peut aussi être de faire une photo de la carte, de la garder sur votre GSM en fond d'écran toute la journée, par exemple. Ou de la garder à un endroit stratégique, par exemple sur votre bureau. Regardez les cartes que j'ai tirées pour Instagram récemment, elles restent ici, par exemple. Donc tout ça, ça reste utile. Mais dormir avec la carte, ça peut être votre carte du jour par exemple, que vous allez ramener près du lit quand vous faites le bilan avant d'aller dormir, ou des trucs comme ça. Ça reste vraiment très chouette. Pour moi, c'est quand même des tirages qui sont agréables pour commencer, qui ne mettent pas trop la pression. En fait, je suis très très mauvaise, moi, pour ce qu'il s'agit de tirer qu'une carte, parce que généralement, je suis là, oh, non, et je commence à tirer plein de cartes comme ça, sans forcément assigner des positions. Alors, je sais que c'est dur, finalement, hein, et que quand on ne comprend pas une carte, on a envie d'en retirer d'autres, comme ça, ce sera plus clair. Oui, je sais. C'est facile hein, de vendre le tarot comme un truc trop cool et tout, mais au final, tout ce qu'on n'est pas censé faire, la plupart des gens qui tirent les cartes finissent par le faire quand même. Et sinon, les tirages de la semaine, ça peut être bien, par exemple, pour faire le bilan à la fin d'une semaine, le samedi ou le dimanche, vous pouvez faire, ou le lundi ou quoi. Qu'est-ce que j'ai appris cette semaine? Qu'est-ce que j'emporte avec moi pour la suite? Où j'en suis maintenant? À quoi je peux être vigilante pour la semaine en cours? Puis une carte de conseil. Et donc des petits tirages comme ça, 4 cartes pour commencer, c'est bien. Après, ça devient une question de personne. Hein. Si vous aimez les longs ou les courts tirages, ça vous allez vite découvrir. Tout ça va évoluer de toute façon. Suivez votre intuition, c'est le plus important. Et autre petit conseil, les tirages avec le cycle lunaire, on fait souvent des tirages, enfin sur Instagram et tout, on voit plein de tirages de nouvelle lune, des tirages de pleine lune, et donc vous pouvez avoir le vôtre que vous utilisez tout le temps, vous pouvez juste aussi aller
traîner au gré des hashtags et trouver de l'inspiration dans des petits tirages de nouvelle lune et de pleine lune. Si vous ne travaillez pas forcément avec la lune, ça peut rester juste un repère visuel, un repère temporel pour figer un peu votre pratique du tarot. Après, autre chose quand même que ça m'évoque directement, c'est aussi important de décomplexer ce côté-là, ce côté d'être super rigoureux, de jamais rater un jour, de réussir à être là pour toutes les nouvelles lunes, le jour même de la nouvelle lune. On peut aussi être un peu plus moins productiviste dans notre façon d'aborder notre rapport avec les cartes. Pas besoin de paniquer non plus, hein, dites. Oui, et donc pour ces petits tirages au début, par exemple le tirage du jour, je trouve, ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui aiment bien caler des listes de mots-clés. Il y en a d'autres qui préfèrent avoir une approche plus intuitive. Je suis sûre et certaine d'une chose, c'est qu'il n'y a pas une formule qui va fonctionner pour tout le monde et c'est tant mieux. Mais je trouve que ça peut être quand même utile d'abord noter vos impressions visuelles par rapport aux symboles que vous voyez sur la carte, qu'est-ce qu'elles vous évoquent et tout ce que vous ressentez. Pas forcément. Parfois ça peut être de l'analyse de ce que vous voyez, parfois ça peut juste être quelque chose de qu'est-ce que vos tripes elles vous disent quand vous voyez la carte. Vous pouvez faire ça parfois avant de regarder les mots-clés pour voir comment votre intuition elle interagit avec les mots-clés. Quand j'achète des tarots qui ont des super livrets qui vont avec, ça fait 4 ans que je tire les cartes, mais je continue à avoir envie quand même de retourner voir le livre une fois que j'ai tiré une carte et que j'ai fait ma propre interprétation. Et souvent, je suis en mode waouh, en fait, la définition du livre, elle est beaucoup plus pertinente que la mienne. Bah, c'est que pour certaines personnes, c'est plus facile de tirer les cartes pour d'autres que pour soi. Pour d'autres, c'est l'inverse. Et donc, quand on tire les cartes pour soi, parfois, on a besoin d'un regard extérieur. Parfois, ce regard extérieur, ça va être quelqu'un d'autre. Et parfois, ça va juste être le bouquin qui va nous permettre de pas juste faire en sorte que notre mauvaise foi fasse coller la carte à ce qu'on a envie qu'elle nous dise. Ce qui est quand même, avouons-le, ne pétons pas plus haut que notre popotin, quelque chose qui arrive. On fait souvent dire aux cartes ce qu'on a envie qu'elles nous disent. C'est un outil formidable, certes, mais on reste des humains et des humaines avec nos imperfections, et donc ça arrive qu'on fasse de la merde. Ou que ce soit nos mauvaises foi qui parlent, ou nos blocages qui parlent. C'est là que tu vas tirer une carte et tu vas avoir le 2 d'épée ou un truc comme ça, tu vas faire laisse-moi être de mauvaise foi, tarot. Non, on reprend les amoureuses parce qu'elles sont mignonnes. C'est mignon. Bah écoutez, je vais faire ça, hein. Je vais être fidèle à ce que j'ai dit. Il nous faut du mignon dans la vie, et donc je vais tirer la carte de clôture avec le affirmateur tarot. Quand je disais qu'il y avait des trucs problématiques, c'est que tu as des phrases comme ça là autour du truc, genre un peu chelou là, ça dit, c'est plus sage que vos amis, c'est moins cher que la thérapie. T'es en mode, oh le truc psychophobe, genre c'est cher de faire de la thérapie, alors fais pas de thérapie, bah, y a des gens qui en ont besoin, il y a des gens à qui ça convient, et des petites phrases comme ça en mode un peu mantra, mais je sais pas, je trouve que c'est un peu dans le jugement, quoi, ce genre de choses. Il y a comme ça des trucs très un peu néolibéral dans le truc. D'ailleurs, ça s'appelle self-help. Il n'y a pas de secret là-dedans. Magical guidance, familiar spirit therapy, some reflection required, epiphany not including. Ouais. Je sais pas, c'est la tonalité de ce jeu, quoi. Mais c'est mignon. C'est très choupipi. On a le 2DP qui a quand même décidé de sortir du deck parce que bon, j'ai parlé de lui et qu'il voulait pas qu'on finisse sans lui. Et donc oui, parfois quand on tire les cartes, on arrive à se voiler la face, à ne voir que les options qu'on avait déjà considérées avant et pas voir les autres que le tarot nous offre parce qu'on n'en a pas envie. Et c'est comme ça, c'est pas grave, continuons à travailler. Allez-y. D'ailleurs, en parlant de travailler, on a le 8 de Pentacle qui nous rappelle que c'est un travail de longue haleine d'apprendre le tarot, c'est un apprentissage perpétuel qu'on n'arrête jamais, qu'on poursuit avec beaucoup de persévérance et de ténacité, qu'on y met du temps, de la passion, de l'engagement, et que comme justement c'est un apprentissage permanent, ça
pas obligé de se dire qu'il faut qu'on fasse tout bien tout de suite et qu'on a aussi le droit de tâtonner, d'apprendre, parce que apprendre, bah, c'est forcément aussi faire des erreurs. Cette ermite est tellement mignon, regardez. Je sais pas sur quoi j'ai envie de finir, j'ai envie de tirer une carte trop chou. Oh, c'est vrai que c'est mignon ça, ces petites lucioles qui sont... Oh, ça c'est chou. C'est chou. J'ai l'impression qu'on a un sale reflet en plus dans cette histoire. Voilà, j'arrête de faire la chieuse. 1h08. Si t'as tenu jusqu'ici, c'est quand t'es bien courageuse, Fika. Ah, mon collier a un petit peu bougé. T'as vu ma nouvelle perruque? Belle, hein? Et souvent, je fais des vidéos quand j'ai une nouvelle perruque. Comme ça, je peux frimer. Ma robe, elle est belle, hein? Et tu sais quoi? C'est le 2e jour de mes règles. C'est pour ça que je fais une vidéo. J'ai plus d'inflammation. J'ai presque pas mal. Je suis en forme. Et bon, voilà, bah, rendez-vous dans un mois, hein, du coup, parce que maintenant, je vais souffrir pendant un mois. Salut les gros bidous. Ciao, ciao, ciao.